Bienvenue à ce numéro de Remue Ménage. Mes invités sont économistes formateurs, surtout chercheurs qui pensent notre société de demain en rapport avec les agrégats de l'économie ou plutôt les indicateurs d'une bonne économie. Cette économie-là, endogène, qui favorise le développement de chacun d'entre les Sénégalais. Nous le reposerons certainement, cette croissance tant vantée ici, 6, 7, 8%, voire des perspectives de croissance à 2 chiffres, pour ce Sénégal qui n'arrive pourtant pas à retenir ses enfants, qui préfèrent encore braver vents et marées pour des pays où la croissance atteint difficilement 1%. Et pourtant, ce sont ces pays-là qu'on appelle pays développés. Alors, nous verrons avec nos invités quels sont les indicateurs qui font que nous en sommes là aujourd'hui. Et pourtant, il y a un domaine où le moins préparé des Sénégalais, c'est tenir la doctrine, c'est la politique. Mais comment traduire tout cela en des énergies positives pour définitivement placer notre pays sur de bonnes rampes de lancement? Professeur Babacar Ndiaye, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour Abdoulaye. Vous êtes agrégé en sciences économie et coordonnateur du pôle économie et gestion de l'université Amadou Mokhtar Mbow de Diamniadio de l'Académie de Dakar. Permettez que j'introduise votre vis-à-vis. Khadim Bamba Diagne, bonjour. Bonjour Alassane. Vous êtes Abdoulaye. On fait la confusion souvent, mais ce n'est pas grave. C'est d'habitude. Khadim, je disais que vous êtes docteur en économie, directeur du laboratoire de recherche économique et monétaire de l'université Cheikh Anta Diop, le LAREM si vous préférez. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et publications. J'aurais presque fait exprès de ne pas évoquer un ouvrage fondateur de vos recherches scientifiques. Vous êtes auteur de l'ouvrage « Comment votent les Sénégalais ». Alors, je ne vais pas remonter jusqu'en 1960. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur cette élection de 2019 sans pour autant faire une analyse science politique. Est-ce que vous pensez que les Sénégalais ont fixé un cap au président de la République pour lui montrer le Sénégal qu'ils voudraient avoir dans 5 ans? Est-ce que cela a guidé leur choix? Tout à fait, parce que quand vous sortez les... Je salue Babacar, je salue les auditeurs. Quand vous sortez les 12 départements où le vote a été, on peut dire, un vote par sentiment, 57% des Sénégalais ont voté pour le président. Et je pense que le président a été élu sur son bilan. Et un deuxième niveau de lecture sur le plan économique, là où le président a mis beaucoup d'argent, c'est-à-dire que des investissements macro, à savoir le pôle de Diamniadio qui a reçu des milliers de milliards. Il n'y a pas de voix, il n'y a pas d'électeurs à Diamniadio. Ila Touba, l'autoroute Ila Touba, il a perdu Thiès, il a perdu Touba. Le pont de Farafenni, il n'a pas gagné Ziguinchor. Donc, les investissements macro n'ont pas impacté sur l'électorat. Et quand vous voyez les investissements micro qui impactent sur la qualité de vie des citoyens, à savoir la bourse sociale, à savoir le PUDC, là où les populations sentiront vraiment une politique sur leur qualité de vie, ces zones-là ont vraiment voté pour lui. Ce qui veut dire que donc, les populations attendent à ce que la croissance ne soit pas seulement maintenant une mesure quantitative, mais plutôt qualitative. C'est-à-dire que comment cette croissance améliore la qualité de vie des citoyens. Parce que ceux qui ont senti les politiques publiques ont vraiment voté pour le président Macky Sall. Mais qui a raison entre les deux? Entre l'électeur qui prend le pain du jour, de ce qu'on lui donne aujourd'hui, la bourse sociale, vous l'avez évoqué, ou alors le politicien, le chef de l'État, le candidat qui fait des investissements macroéconomiques qui peuvent être porteurs de croissance pour demain. Vous évoquez Diamniadio, vous évoquez les infrastructures. Ce sont des investissements au plan macroéconomique qui peuvent impacter le lendemain. Vous dites que ces électeurs ont plutôt voté pour le pain du jour qu'on leur donne. Qui a raison? Alors, vous savez, la politique, c'est comme l'amour, c'est des mots, c'est des choses, c'est des actes. Je ne connais pas grand-chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le président de la République a dosé sur les politiques macro et les politiques micro. Parce qu'en réalité, le citoyen sénégalais qui est au fin fond de Tambacounda, qui ne connaît pas ce qui se passe à Dakar, n'a pas la même lecture que nous qui cherchons la qualité de l'air, ce que nous mangeons, l'alimentation, ce qui va se passer, la production alimentaire dans 10 ans, 15 ans, ce n'est pas son problème. Lui, son problème, c'est quoi? Avoir un hôpital, avoir en fait des infrastructures premièrement de première nécessité pour pouvoir aller à l'hôpital, pour pouvoir manger à sa faim. Donc pour lui, la meilleure façon de se sentir sénégalais, c'est d'avoir
au minimum, ce qu'on attend de l'exécutif. Parce que d'habitude, on oublie souvent ces zones-là. Donc, mettre en place des politiques qui permettent à ces zones de se décloisonner, de pouvoir... et là, c'est là où j'aimerais parler de la croissance qu'on doit territorialiser maintenant. Parce que, vous savez, après, le professeur Babacar va en revenir, la croissance économique, c'est l'évolution juste d'un indicateur de dimension qu'on appelle, c'est la production de richesse. Mais dans cette production de richesse qu'on appelle croissance économique, d'habitude, cette croissance est portée jusqu'à présent par un secteur, c'est le secteur tertiaire. Donc le secteur primaire où se trouvent les Sénégalais, le secteur secondaire, l'industrie où on transforme, la participation de ces deux secteurs tourne autour de 40%. Et dans le secteur tertiaire, qui apporte presque 60% de la croissance économique, les deux sous-secteurs qui tirent cette croissance, à savoir la télécommunication, sur les 600 milliards de recettes produites au Sénégal, Sonatel apporte 240 à 250 milliards. Après, il y a les services financiers. Et ce sont ces secteurs qui ont atteint leur spike, leur maximum. Pourquoi? Parce que Sonatel ne peut pas encore recruter. Parce qu'avec la technologie, le rôle de la technologie, c'est abolir les peines de l'homme. Ces sociétés-là ne vont pas être dans le recrutement massif. Donc là où on doit jouer pour permettre au Sénégal d'avoir du travail, c'est dans le secteur primaire et dans le secteur secondaire. Et ce sont ces deux secteurs-là qui me semblent être les secteurs qui ont besoin d'investissement, de réflexion pour permettre à ces zones qui ne participent pas à la croissance économique, parce que les zones les plus reculées au Sénégal ne participent pas à la croissance. La croissance économique est caporalisée à Dakar, à Thiès, dans les grandes villes. Quelle est maintenant la politique de l'État? Mettre PUDC, paiement, toutes ces politiques-là. Mais après, l'État doit attendre à ce que ces zones-là puissent contribuer à la création de richesses à l'intérieur du Sénégal. Professeur Babacar Ndiaye, la première question, est-ce qu'à travers le vote, les Sénégalais ont fixé un cap pour le Sénégal de demain, des 5 années à venir, quand on y sera, pour évaluer quel palier on a franchi? Tout à fait. Avant de répondre à votre question, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation, mais aussi de saluer mon vis-à-vis, mon collègue Khadim, donc avec qui effectivement je partage les rendez-vous scientifiques les plus importants au Sénégal, mais aussi à travers le monde. Alors, le Sénégal vient de sortir des élections présidentielles. Les résultats parlent d'elles-mêmes et chacun a son point de vue. Mais quand on fait une analyse économique donc, de cette situation, nous comprenons que 58% des Sénégalais ont voté pour le président sortant, M. Macky Sall, qui a eu un second mandat. Second mandat au cours duquel il a d'énormes défis à relever. Il a été élu de par son programme Yoni Yokote, de par son plan Sénégal émergent, qui entre d'ailleurs dans sa deuxième phase, 2019-2023. Des consolidations doivent être faites, et par-delà, il faut noter que ceux qui ont voté pour lui, quand même, ont compris le sens de sa politique. Et d'ailleurs, il faut le féliciter, hein. Je pense que c'est important de le dire. Lui ou ceux qui ont voté? Monsieur le Président de la République. Parce qu'effectivement, il a réussi du point de vue social, même du point de vue des agrégats macro. On va y revenir plus tard pour voir là où il y a les défis à relever. Mais il faut comprendre que la mise en œuvre de sa politique a permis de passer d'une étape, n'est-ce pas, pour atteindre une croissance inclusive de 3, 4, 5%, voire même des projections de 7% d'après les institutions internationales. Mais aussi son défi, il faut aussi le comprendre, d'autre part, dans la mesure où 42% des Sénégalais n'ont pas voté pour lui. Donc, il a compris le sens. Il a compris qu'il y a encore des défis à relever, surtout du point de vue socio-économique. Aujourd'hui, le taux de pauvreté au Sénégal tourne autour de 46%. Quand on parle de croissance, la majorité des Sénégalais se posent la question de savoir est-ce que cette croissance est inclusive ou non. Le problème de l'inclusion se pose aujourd'hui. Donc, les défis se situent à ce niveau dans la mesure où bon nombre de politiques ont été mises en œuvre, comme le PUMA, les PUDC, ainsi de suite, pour impacter de façon microéconomique sur les individus. Mais du point de vue de la santé et de l'éducation, les difficultés demeurent. L'année 2018 a été déclarée une année sociale. Des engagements ont été pris et la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que les agrégats macroéconomiques vont supporter tous les engagements que le gouvernement avait pris envers les syndicats? Cela amène à
nous projeter vers des tensions budgétaires qui viendront au cours de 2019, certainement. Parce que, comme vous le constatez, aujourd'hui, le budget va avoisiner 4 000 milliards. Ce qui équivaut approximativement à la dette publique du Sénégal. Donc, on se pose la question de savoir, est-ce que les projections de croissance seront atteintes ou pas? En tout cas, toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour permettre effectivement au gouvernement, permettre aux politiques et à la deuxième phase du PSE, effectivement, d'être relancés et d'atteindre les effets escomptés. Vous pensez qu'on peut rester sur cette lancée d'une année encore sociale, c'est-à-dire à faire encore des largesses au petit peuple, ou alors, je vous entends, vous prévoyez des lendemains difficiles pour la trésorerie nationale, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Parce qu'effectivement, quand des engagements sont pris, ces engagements doivent logiquement être budgétisés. Et là, le ministre de l'économie et des finances a annoncé des réformes au niveau fiscal. Et cela donne encore une idée de la gouvernance d'entreprise qui se passe aujourd'hui au niveau territorial. Il s'agit aujourd'hui de mettre en œuvre des politiques pour voir quelles sont les niches de croissance permettant plutôt d'avoir une augmentation additionnelle des ressources fiscales. Ça, c'est important. Il faudra taxer plus pour continuer à redistribuer la richesse. C'est d'ailleurs là, il faut comprendre le sens de la politique du PSE, qui était d'abord de venir pour réparer, ensuite relancer la croissance économique et redistribuer. On ne peut pas continuer à redistribuer. Le plus important plutôt, c'est de voir quelles sont les niches permettant de créer des emplois. L'auto-entrepreneuriat, n'est-ce pas, de créer des entreprises, de promouvoir l'investissement. D'ailleurs, comme vous le constatez, il y a le colloque là, qui s'est tenu récemment à Dakar, donc sur l'émergence en Afrique, qui a permis de donner... Le forum de l'émergence. Effectivement, qui a permis de donner un clin d'œil aux investisseurs privés pour leur dire de venir investir au Sénégal. Parce qu'effectivement, il y a de l'avenir, n'est-ce pas? Les conditions politiques sont stables. Maintenant, les élections sont dépassées. Il faudrait voir quelles sont les conditions permettant plutôt au gouvernement, n'est-ce pas, de donner des assurances claires et surtout de travailler. Mais quand vous dites taxer, j'ai envie de dire qui, comment, où est-ce que vous voyez des niches fiscales sur lesquelles on peut opérer cette taxation-là pour financer le développement? Regardons plutôt le secteur aujourd'hui de l'immobilier qui aujourd'hui a beaucoup de niches informelles. Une réforme a été prise allant dans le sens de diminuer les taxes pour augmenter le portefeuille des ménages. Mais on a l'impression que cela a eu un effet inverse. Est-ce qu'une évaluation a été faite? Oui, certainement. Mais aujourd'hui, il y a une ambiguïté du point de vue de l'impact réel de cette politique-là. Donc je pense qu'il appartient effectivement à l'État de voir du point de vue commercial, du point de vue surtout de l'import-export. Aujourd'hui, quand on regarde la balance commerciale du Sénégal, nous importons plus que nous n'exportons, surtout par rapport aux produits de consommation. Donc, il appartient à l'État de voir, dans ces conditions-là, quels sont les mécanismes permettant non seulement de promouvoir les produits locaux, mais aussi de taxer davantage les produits à l'import. Parce que par rapport à l'export, il y a toujours les secteurs traditionnels comme la pêche, l'industrie, l'artisanat qui en souffrent plus ou moins. Et donc, il y a encore des difficultés à ce niveau-là. Il y a quand même un phénomène nouveau dans ce que nous importons. 24% de cette part d'importation est consacrée aux machines, c'est-à-dire aux industries qui transforment par ailleurs des produits que nous exportons. Je pense que c'est peut-être une donne aussi qu'il faut tenir en compte. C'est de l'importation, mais c'est de l'importation de transformation qui n'est pas une importation de consommation. Tout à fait. Il faut en tenir compte, je crois. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Et à ce niveau-là, c'est vrai que quand je parlais plutôt de la consommation des produits locaux, il s'agit aussi de voir quelles sont les conditions permettant de transformer plutôt les produits que nous consommons au niveau local. C'est une industrie qui aujourd'hui est en émergence, mais malheureusement qui n'est pas assez soutenue. Quand vous allez dans les régions agricoles, la matière est exportée de façon brute. Alors que nous avons besoin aujourd'hui d'implanter des industries dans les secteurs prioritaires, n'est-ce pas, comme la transformation agricole,
certains jus, comme surtout dans le sud du Sénégal, la Casamance, où le potentiel est énorme. Mais malheureusement, rien n'est fait. Donc, tant que nous serons dans cette dynamique-là, n'est-ce pas, l'emploi n'est pas assez promis et par conséquent, nous continuerons à être toujours dépendants des exportations extérieures. Khalid Bamba Diagne, vous évoquiez tout à l'heure le tertiaire qui porte quand même l'essentiel de cette économie-là. Mais la rupture entre le tertiaire et la transformation, c'est-à-dire l'absence de cette chaîne d'industrie ou de micro-industrie capable de transformer tout ce que l'on produit sur place. Est-ce que c'est un débat que vous avez entendu pendant cette campagne? Avez-vous l'impression qu'on a pris conscience qu'il faut cette industrie de transformation pour porter l'économie? Vous avez suivi la campagne mieux que moi et vous savez que la campagne fut belle. Vous en êtes un fin observateur, hein, je vous le concède. La campagne fut belle parce que j'ai entendu vraiment de la part des partis politiques des programmes extrêmement intéressants. C'est pour la première fois, j'ai entendu des débats, vous avez posé des questions parfois tellement trucs que en fait, les gens nous ont montré leur programme. Il y a des projets et un programme est un ensemble de projets et chaque projet est un ensemble d'activités interreliées qui obéit à un certain nombre de contraintes. Souvent, on a eu de grandes idées, hein, oui, voilà, mais qui n'ont pas franchi le palier de rester juste une belle idée. Heureusement, quelqu'un a promis 1 million d'emplois. Il a été choisi comme président de la République. Et 1 million d'emplois, juste pour lui rappeler au président Macky Sall, 1 million d'emplois pour les 5 ans, c'est 200 000 par an. Bon, la comptabilité sur 7 ans, il a été à 491 000 sur 500 000 promis. Oui, mais il nous a promis, avec l'expérience de tout cela, pour le PAP 2, il a promis 1 million d'emplois, c'est 200 000 emplois par an, 16 500 emplois par mois. On a déjà perdu 3 mois. Donc, il a un déficit de 52 000 emplois. Deuxièmement, mois de décembre, novembre-décembre, c'est les élections locales aussi. On risque de perdre encore 32 000 emplois là-bas. Et je pense que ces 1 million d'emplois, ce n'est pas des emplois directs. Hein. Je pense que c'est des emplois directs et indirects en même temps. C'est direct et indirect, c'est possible. Parce que dans le PAP 2, la phase 2 du PSE, il y a des secteurs, on a défini des secteurs prioritaires. Mais il y a des secteurs qui peuvent nous permettre de créer autant d'emplois que nous voulons. Comme l'a dit Babacar tout à l'heure, l'agriculture et l'agrobusiness. Vous savez, en économie, à chaque fois que vous importez un produit primaire, vous avez vendu du travail. Vous vendez le chinois l'arachide, mais au moins le chinois va décortiquer l'arachide, transformer l'arachide en un produit et revenir vous vendre le produit fini. À chaque fois que vous achetez un produit fini, l'ordinateur, on l'a acheté, on l'a utilisé. C'est-à-dire qu'on a acheté du travail. Et un pays comme le Sénégal qui en a besoin, il y a une entreprise, j'étais un jeune banquier, une entreprise qui venait au Sénégal pour acheter des fruits au Sénégal et en Guinée-Conakry. Importer ces fruits dans le Moyen-Orient, après la même entreprise revenait pour nous vendre du jus. Cela veut dire que nous avons les fruits, nous avons le produit primaire, mais nous ne le transformons pas. L'idée, c'est maintenant, dans l'agrobusiness, le Sénégal doit mettre en place des pôles agricoles pour pouvoir, dans la région de Ziguinchor, dans la région de Sine Saloum, dans la région du nord, d'Agana, comment faire pour transformer les produits locaux en jus. Il est temps que même les cure-dents, on les importe. C'est du bois, le bois est en Casamance. On importe, on vend le bois, parfois même dans des trucs. On achète après le produit fini. Donc pour moi, c'est juste une politique de l'État du Sénégal d'arrêter d'importer des produits finis. En 2012, j'ai eu mal quand on jubilait en vendant l'arachide aux Chinois à 250 francs. Tout le monde était content. L'arachide. Après cet arachide-là, on va acheter de l'huile. Mais parce qu'on en a produit sans savoir ce qu'on en ferait. Ah, mais c'est ça la politique. Maintenant, et pour moi, l'actuel président, et beaucoup de gens ont voté pour l'actuel président, parce que simplement, on dit que pour la première fois, on va avoir un président qui sait quand est-ce qu'il va partir, un président qui, pour 5 ans, peut jeter les bases d'une économie forte et solide. Parce qu'on sait le problème au Sénégal. Notre problème, c'est l'industrie, c'est le secteur primaire. On ne transforme pas. Tous les produits que nous utilisons sont des produits transformés ailleurs et importés au Sénégal. Tous les produits que nous produisons, mais les gens sont tellement dans l'importation des produits primaires, dans l'exportation des produits primaires, qu'on se pose la question, comment on va créer de l'emploi? Il a promis 1 million d'emplois. Je pense que
ce n'est pas possible dans l'emploi direct, mais 1 million d'emplois directs et indirects, c'est bel et bien possible. Mais il y a les secteurs comme le transport, comme l'agrobusiness, comme les industries extractives. Parce qu'aujourd'hui, nous allons dans 2 ans, 3 ans avoir du pétrole. C'est vrai que les économistes savent très bien que jusqu'en 2025, 2027, le pétrole ne va pas impacter sur la croissance économique, c'est clair, dans un premier temps. Maintenant, comment on doit faire pour former nos jeunes sur les nouveaux métiers, mais comment on va faire pour le secteur artisanal? Je vous donne un exemple. Regardez la tenue des militaires, des policiers. Les étudiants, même dans les écoles de formation, vous savez, leurs tenues sont importées. Les tenues sont importées. On n'a même pas de grandes entreprises pour produire en masse ces tissus-là. Les rangers des militaires, vous formez des jeunes d'Engaï. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une politique intelligente pour dire qu'on ne va plus importer certains produits. Ou on le fait, ou on ne l'achète pas. Ce qu'a fait Chiang Li en 1963 avec la Corée du Sud. Chiang Li est venu avec la stratégie des Child Balls. Tout ce que nous n'avons pas, nous n'en voulons plus. Si vous voulez quelque chose, alors réfléchissons. Est-ce qu'on n'a pas plutôt un problème structurel? La question s'adresse à tous les deux. Je reste d'abord avec Khadim Bamba Diagne. Est-ce que ce n'est pas un problème structurel quand vous évoquez le déficit de nos artisans sur le problème notamment du textile? Je rappelle quand même qu'il y a une disposition présidentielle qui voudrait que 15% de la commande publique soit réservée à nos artisans. Et dans ce domaine précis des tenues militaires, il y a effectivement des PME de l'artisanat du textile qui arrivent à travailler avec l'état-major des armées. Mais est-ce qu'on n'a pas un problème structurel dans la mesure où ces artisans n'arrivent pas à absorber ces 15% de la commande publique qui leur soit réservée, peut-être par un déficit d'encadrement, d'accompagnement technique ou financier? Vous savez, c'est pour cela qu'il y a des décisions hic et nunc à prendre, surtout par l'autorité publique. Parce que j'avais publié un article, je pense à Jeune Afrique, nous n'avons pas... Il faut le publier à l'Observateur si vous voulez être lu quand même partout dans le monde. Alors, l'idée c'était de montrer que le Sénégal n'a pas encore le secteur privé qui peut porter l'émergence. Parce qu'il y a une chose importante. Vous savez qu'il n'y a que 3 entreprises nationales au Sénégal, quoi qu'on puisse dire. Je suis désolé. C'est Sonatel, c'est Total, c'est BOA. Parce qu'une entreprise peut être considérée comme une entreprise nationale. Si une partie appartient aux Sénégalais, aux citoyens, Abdoulaye Cissé a un portefeuille d'actions de X et de Y. Après, les travailleurs de l'entreprise... Vous savez ce qu'on dit sur les bénéfices de ces entreprises-là que vous citez quand même. Et en plus, nous tous, nous gagnons. Moi, j'ai des actions à Sonatel. Donc, si je reste chez moi, si Sonatel, ça marche à la Rassurez-moi, ce n'est pas pour ça que vous le dites. Non, c'est juste que dans tous les pays du monde, quand par exemple, le président américain voyage, il voyage avec son secteur privé. Pas n'importe quel secteur privé. Le secteur privé, s'il gagne, les Américains gagnent. C'est ça l'idée. Mais au Sénégal, nous avons des chefs d'entreprise qui contrôlent leurs entreprises, qui contrôlent leurs bénéfices, qui contrôlent tout et qui veulent que les gens se battent pour qu'ils gagnent plus. Ça n'a plus de sens. On a dépassé ce moment. Il faudra que les entreprises ouvrent leurs capitaux. Deuxièmement, permettre à leurs travailleurs d'avoir des stock options, des actions dans les entreprises qui va permettre aux travailleurs de travailler même plus. Comme les Japonais, quand ils portent des foulards rouges, ce n'est pas seulement parce qu'ils aiment travailler, parce qu'ils sont actionnaires. Si le bénéfice diminue, c'est une perte pour les travailleurs. Donc les travailleurs sont obligés, même s'ils sont mécontents, de travailler. Et c'est comme ça qu'on relève la qualité du travail. C'est comme ça que les entreprises aussi puissent avoir... Parce que quand vous entrez en bourse, vous devenez une maison de verre. Et la maison de verre permet même à la banque d'avoir une visibilité pour investir sur cette entreprise-là. Mais si tout est noir, tout est sombre, parfois même la façon dont vous avez obtenu le marché, il n'y a rien de clair. Donc la banque ne peut pas s'engager à financer ou bien à investir sur quelqu'un qui veut faire les 1 million de tenues militaires. Mais si tout était clair, tout était nickel, je pense que le financement au Sénégal, les banques ont plus de 3 000 milliards. Babacar Ndiaye, sur le problème structurel, est-ce qu'il faut commencer par là ou on peut faire les deux en même temps pour faire avancer les choses? Je pense qu'il faut faire les deux en même temps. Mais il faut aussi prendre en compte l'aspect formation, l'aspect capital humain, qui aujourd'hui quand même pose problème aujourd'hui au Sénégal. C'est vrai qu'il faut capaciter, il faut promouvoir la transformation au niveau national, mais cette transformation ne peut aller de pair que si ceux qui transforment sont bien formés. Ça aussi, c'est fondamental. Des mesures microéconomiques sont en train d'être prises, mais ce qui n'est pas assez, n'est-ce pas, au niveau national. Et là, quand on regarde aujourd'hui la tranche d'âge 15-35 ans, ils sont aujourd'hui en moins de 5 millions. Alors, d'ici 2035, ils feront quasiment
la population du Sénégal d'aujourd'hui. Donc 13 à 14 millions. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans cette dynamique-là, il est important de mettre en place des mesures d'accompagnement, de rationaliser la formation en fonction des secteurs prioritaires qui doivent logiquement porter la croissance. Comme l'a dit mon collègue, il s'agit de voir quels sont les secteurs, comme l'agriculture, l'agrobusiness, n'est-ce pas? Mais aussi voir quels sont les métiers, comme l'artisanat, n'est-ce pas, sur lesquels il faut capaciter les individus, les doter, n'est-ce pas, de machines et de matériel pour pouvoir répondre à la commande publique. Ça aussi, c'est fondamental. Parce que, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, les 15% ne sont jamais atteints. Il suffit que la demande augmente pour que cela ne puisse pas répondre de manière adéquate à la commande publique. Donc cela pose réellement un problème. Au-delà des secteurs que mon vis-à-vis a annoncé par rapport aux secteurs qui portent aujourd'hui la croissance, il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, nous avons des champions nationaux sur le BTP, qui aujourd'hui, effectivement, sont même en train de promouvoir l'immobilier au niveau de la nouvelle ville de Diamniadio. C'est des privés nationaux qu'il faut promouvoir. Ils ont des capacités, n'est-ce pas? Ils peuvent porter effectivement la création d'emplois. Donc, il est important de voir quels sont, n'est-ce pas, les leviers pour permettre à cela, n'est-ce pas, vraiment d'être promus. Je pense vous évoquez tout à l'heure, la question s'adresse à tous les deux, Babacar Ndiaye, vous évoquez tout à l'heure ce forum de l'émergence auquel vous aviez assisté. Ça ne vous a pas échappé aussi, cette passe d'armes entre le président de la République, Macky Sall, et l'un des présidents du patronat sénégalais, Beydi Agne. Alors, comment surtout impliquer le privé national? Est-ce qu'il s'agit de dicter des mesures protectrices qui fait la part belle aux privés nationaux, ou il s'agit simplement de les doter d'outils afin de pouvoir faire face aux capitaux étrangers, aux grandes entreprises étrangères, quand même sur notre sol? Comment le faire? Je pense que les deux à la fois. Il faut non seulement les doter d'outils, effectivement, en les privilégiant par rapport à certains secteurs, comme le BTP, par rapport à certains secteurs en émergence, mais aussi porter la responsabilité. On va être précis sur les mots, en les favorisant. En les favorisant, bien entendez? sûr. Non, parce qu'à chaque fois, on a la commande publique est là. Les entreprises nationales n'ont pas une certaine capacité, parfois, pour répondre à cette commande-là. D'où la compétition mondiale qui fait que les entreprises étrangères viennent s'accaparer de ces marchés-là. Donc, il faudrait voir, et si ces entreprises-là obtiennent les marchés, en général, c'est les 15 à 20% qui sont donnés aux nationaux, ce qui pose réellement problème. Donc, il faudrait voir ceux qui ont des capacités, les accompagner et les porter vers ces secteurs-là. Parce que cela permet de créer des emplois, cela aussi permet de faire nourrir beaucoup de Sénégalais, n'est-ce pas, dans ces mesures-là. Mais aussi porter sur eux la responsabilité de respecter surtout la commande publique. Parce qu'il n'est pas question aujourd'hui de gagner des marchés et de ne pas les exécuter comme il se doit à temps. Cela aussi pose de réels problèmes quand l'État prend la responsabilité de la réédition des comptes et du respect des engagements même de ces entreprises-là. Je pense qu'il est fondamental que si ces entreprises-là gagnent des marchés, n'est-ce pas, de pouvoir aller jusqu'à terme, n'est-ce pas, dans les processus d'exécution. Ça aussi, c'est fondamental. Ce qui fait que, malheureusement, le président l'a dit lors de ce forum-là. Il a dit qu'on ne peut pas se permettre, effectivement, de promouvoir et d'aller vers l'émergence dans un horizon, disons, de moyen terme, et se permettre de prendre certaines mesures allant dans le sens de vous privilégier et que vous ne répondez pas de manière concrète, n'est-ce pas, à ce que l'État souhaite. Ce qui fait qu'on les met en compétition par rapport aux étrangers. Professeur Babacar Ndiaye, je ne vais pas vous mettre mal à l'aise en vous commentant peut-être un problème politique et qui peut-être vous dépasse à votre niveau d'universitaire et d'intellectuel. Vous êtes coordonnateur du pôle économie et gestion de l'université Amadou Mokhtar Mbow de Diamniadio, de l'Académie de Dakar. Mais cette université a été au centre de cette campagne électorale puisque le chantier s'est retrouvé tout d'un coup retardé et bloqué. Pourtant, ce n'est pas une entreprise nationale, c'est une entreprise étrangère. Donc, qui peut, tout aussi que les entreprises nationales, avoir des difficultés. Et la question, je retourne à Khadim Bamba Ndiaye, à moins que vous vouliez préciser à ce niveau-là, parce que Khadim évoquait quand même la structuration des entreprises qui sont nos champions nationaux. Nos champions nationaux qui sont structurés de telle sorte qu'ils ne peuvent même pas aller sur le marché financier international et sous-régional parce qu'ils ne sont pas structurés pour pouvoir
faire face, comme disait un de nos invités dernièrement, quand vous allez sur le marché financier, on vous dit « Are you listed ?» C'est-à-dire, est-ce que tout est transparent chez vous, montrez votre comptabilité. Ce que nos champions nationaux, on n'a pas besoin d'en citer, n'arrivent pas à faire parce que c'est des entreprises de grandes entreprises familiales tenues par une famille, mais qui n'est pas ouverte et dont la comptabilité parfois est des plus hermétiques, pour ne pas dire plus. Non, c'est vrai qu'à ce niveau-là, quand même, je vais donc là souligner un point important pour dire que la responsabilité de l'État en matière de commande publique, quel que soit son vis-à-vis, que cette entreprise soit étrangère, n'est-ce pas, ou nationale, je veux dire le suivi régulier des chantiers et l'exécution, n'est-ce pas, et de la responsabilité de l'État. Et en général, c'est de là où quand même, l'État a failli plus ou moins à sa mission. C'est ce qui a fait que certains marchés ne sont pas exécutés à temps et qui, par moment, posent d'énormes difficultés et dont les conséquences sont parfois importantes. Les universités dont vous parlez, on a vu le cas de Kaolack aussi. On a chaque année un nombre de bacheliers important. Quand je parlais tantôt d'éducation et de formation, aujourd'hui, les projections, n'est-ce pas, donnent à pas moins de 60 000 bacheliers pour l'année prochaine. Où est-ce qu'il faut les mettre? Donc, c'est des questions importantes sur lesquelles on doit se projeter. Donc, que l'entreprise soit étrangère ou nationale, il faudrait que l'État, n'est-ce pas, regarde, n'est-ce pas, qui gagne chez marché par rapport à leur capacité surtout, n'est-ce pas, et surtout par rapport au respect de ces engagements-là. Et je pense que sur la formation, surtout sur les enjeux de développement dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire que d'avoir des agents bien formés. Je rappelle quand même que dans le domaine de l'industrie, souvent, c'est des emplois non qualifiés dont on a le plus besoin, qui font la masse. En tout cas, après, il faut des emplois qualifiés, des cadres supérieurs, des cadres intermédiaires et autres. Mais souvent, ce dont on a le plus besoin, c'est peut-être des emplois non qualifiés. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord commencer par mettre en place ces unités de transformation industrielle? On trouvera toujours de la main-d'œuvre de toute façon. Tout à fait. Non, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il est aussi important de souligner que les unités de transformation qui sont mises en place permettent à chaque fois de regarder quelles sont les niches d'avenir, n'est-ce pas, et quels sont les types de formations forcément qu'il faudrait mettre en œuvre pour pouvoir valoriser les acquis d'expérience. C'est important parce que parfois, on a vu ceux qui n'ont jamais fait de formation et qui sont très, très forts en pratique. Donc, c'est là, il faut regarder quels sont les secteurs sur lesquels ils sont et puis maintenant, les accompagner pour les permettre d'être autonomes. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on a vu l'État a mis beaucoup de milliards par rapport à son programme de l'entrepreneuriat rapide, l'ADER, n'est-ce pas? Mais on se pose des questions sur les outils de mise en œuvre par rapport à leur capacité de production, par rapport à leur capacité d'auto-entrepreneuriat. Sinon, ces gens auront de l'argent et ils ne sauront pas quoi en faire. L'État a compris et est en train de corriger. Et avant l'ADER, plusieurs organisations et organismes financiers sont passés par là, mais malheureusement, les résultats escomptés ne seront pas atteints. Si l'État ne prend pas garde, n'est-ce pas, de l'utilisation et du suivi régulier de ceux qui sont dotés par rapport à ces finances-là. On corrigera difficilement après avoir quand même financé 30 milliards. Mais peut-être que tout n'est pas perdu non plus. Il s'agissait surtout de simplifier les procédures pour les financements. Khadim Bamba Diaye, je reviens à vous tout à l'heure. Vous évoquez quand même les unités de transformation. J'y tiens, il faut qu'on s'y arrête un peu. Est-ce que finalement, les agropoles qui ont été évoqués dans cette campagne électorale par le candidat Macky Sall notamment, peut être une solution? Je remercie au passage notre correspondant à Kaffrine. Cette semaine, nous fait un reportage sur ce qu'était le Ndoukoumane à l'ancienne, où les anciens se souviennent des unités industrielles qui étaient les gros employeurs de la région et qui aujourd'hui n'existent plus. Il y en avait 3 à Kaffrine qui n'existent plus aujourd'hui. Comment on en est arrivé là à disloquer le tissu industriel que nous avions à l'époque? Tout le monde se souvient quand on venait à Dakar à l'époque, il y avait l'usine Bata, il y avait d'autres usines encore que je ne veux pas nommer. Mais comment on en est arrivé là? C'est les ajustements structurels. Parce que aussi, malheureusement, dans ce pays... Est-ce que les ajustements n'ont pas bon dos sur ce coup-là quand même? Non, c'est juste que... Parce que c'était des secteurs quand même porteurs qui n'avaient pas de difficultés apparentes en tout cas. Oui, c'est-à-dire que quand on parle des ajustements structurels, parfois c'est vrai que le jugement est toujours négatif, mais on ne se pose jamais la question pourquoi les ajustements structurels. Mais quand je dis que c'était les ajustements structurels, parce qu'à un moment donné, le politique
dominaient l'économie, c'était les hommes politiques qui étaient nommés dans toutes les entreprises. Et quand on vous nomme directeur, vous allez aussi mettre ta base. Vous pensez que ça a changé? Bon, mais sincèrement, plus ou moins, mais bon. Je rajoute quand même qu'il y a un candidat qui a proposé à ce que les nominations pour les postes de directeur général soient quand même soumis à un appel à candidature. Hein. Ce n'était pas le candidat Macky Sall, mais est-ce que ça peut être opérant, ce genre de proposition? Ça peut être intéressant parce qu'il faut qu'il y ait de la performance. Parce que nous avons un pays, Abdoulaye, on a tout. Vous n'avez rien à envier à un journaliste, ainsi de suite. On a tout. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas? On a un problème de ce qu'on appelle en banque le risque opérationnel. Vous savez, les banquiers l'ont réglé avec ce qu'on appelle BAL 2. À BAL 2, on a intégré ce qu'on appelle le risque opérationnel, c'est-à-dire le risque lié à la technologie et au management en tant que tel. Et c'est quoi le management? Pour avoir du crédit dans une banque, on vous demande quel est le top management. Le top management, on va voir qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils sont performants. Mais aujourd'hui, on nomme quelqu'un directeur ou bien on nomme quelqu'un ministre, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut attendre? Quelle est sa politique? Quelle est sa vision? C'est problématique. Aujourd'hui, au Sénégal, il est extrêmement difficile de comprendre pourquoi ces entreprises-là ont tombé en faillite. Mais par exemple, si vous regardez en 1979, parce que moi, je fais partie des gens qui pensent que Senghor est parti parce qu'on devait appliquer. Le jour où on devait commencer l'ajustement structurel, c'est ce jour-là qu'il a légué le pouvoir à Diouf. Diouf a subi l'ajustement structurel pendant 20 ans. C'était quoi? Toutes les entreprises étaient déficitaires. On était obligé de dire, maintenant, si vous voulez vous en sortir, fermez l'entreprise. Aussi simple que ça. C'était un problème de management dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, on peut ouvrir pour moi toutes ces entreprises-là. Parce que l'idée, pour moi, l'État, ce n'est pas seulement de chercher du bénéfice, mais de chercher aussi à contrôler ou bien à garder les jeunes dans certaines localités. Regardez le pôle de Ziguinchor, les fruits que nous avons, le pont de Farafenni qui peut permettre maintenant aux entreprises d'avoir leurs produits à 2 temps 3 mouvements de Ziguinchor à Dakar. Mais si on mettait un agropole pour transformer les produits locaux, les jus locaux, mais les Sénégalais peuvent faire des consommations patriotiques. Tous quand on était gamins, nos parents nous envoyaient acheter des journaux Figaro, Le Monde. Nos parents écoutaient RFI. Qui d'entre nous écoute RFI? Qui d'entre nous achète ces journaux-là? Parce qu'il y a une production de qualité et on s'est adapté aux produits sénégalais. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de réfléchir? C'est pour cela que quand le président dit 1 million d'emplois, bon, moi je pense que c'est direct et indirect. Mais c'est possible avec ces pôles. Parce que le centre avec l'arachide, Kaffrine et tout ça avec l'arachide, mais au Sénégal, il n'y a pas quelque chose qui peut justifier l'importation de l'huile végétale. On a assez d'arachide. On n'a pas assez d'industrie qui peut transformer cet arachide-là. Et là où aussi ça pose problème, au nord, on a le sucre, on a le riz, mais on a l'espace, on a tomate. Mettre là-bas aussi un agropole pour transformer ces produits-là. L'idée, c'est de créer de grandes entreprises à l'intérieur du Sénégal. C'est pour cela que moi, je demande que avec le PUDC, on a mis des pistes rurales, on a mis de l'eau, de l'électricité. En contrepartie, on doit demander à ces villageois-là qu'est-ce que vous pouvez apporter maintenant à la création de richesses dans ce pays-là. Mais Khadim, vous n'allez pas au bout de votre raisonnement. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Parce que les exemples que vous prenez sur l'huile, quand vous dites je ne comprends pas qu'on puisse importer de l'huile, mais parce que les unités industrielles que nous avons n'arrivent pas à satisfaire la demande nationale. C'est aussi simple que ça. On a une production arachidière quand même qui peut satisfaire la production d'huile, mais ces unités, la Sonacos et autres, n'arrivent pas dans leur production à satisfaire la demande nationale. C'est aussi simple que ça. Il faut bien de l'huile quand même pour faire ton tiep. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché est là. L'économiste, ce qu'il cherche, c'est le marché. L'arachide est là, le consommateur est là. Donc, ce qu'on cherche, c'est la transformation. Donc, il n'y a rien de plus simple que ça. Mais des industries, et on n'a pas besoin, et j'ai bien aimé le terme que tu as utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas de formation. Parce que les gens pensent toujours que les industries, on a besoin de formation sophistiquée. On en a besoin pour certains types de travail. Mais le problème fondamental au Sénégal, le chômage, c'est les jeunes qui n'ont pas de formation.
Mais ces jeunes-là, il faut qu'il y ait des industries légères, pas lourdes. Vous savez, transformer, laver des trucs, transformer certaines choses, ça ne demande pas une formation. Et c'est ça qu'on cherche. Parce que si l'État met en place des industries légères dans presque toutes les régions, dans les centres régionaux, permettre aux populations avec le PUDC de pouvoir sortir leurs produits, avoir des pistes rurales. Linguère par exemple, parfois on te dit qu'on vend le litre de lait à 200 francs et ce litre de lait tu ne peux pas le retrouver à Dakar. On te vend ici un fruit à 1500, tu vas à 50 km à Pau, tu peux l'avoir à ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour moi une politique claire, une politique d'industrialisation très claire, et les 1 million d'emplois c'est entre le primaire et le secondaire, la transformation. Et cette transformation-là, pour moi, ce n'est pas des industries lourdes, c'est des industries légères. Vous prenez l'exemple de l'Allemagne. Moi, j'ai aimé ce pays qui, sur 100 entreprises, sur 1000 entreprises, les 997 sont des PME. Par exemple, je prends BMW, 169 PME ont participé sur la réalisation d'une voiture. Vous achetez une voiture, vous enrichissez 169 PME. Mais au Sénégal, vous voyez quelqu'un qui a tout, qui produit sa canne à sucre, qui transforme sa canne à sucre, qui a même les camions qui vendent. Une seule personne. Et cette entreprise n'est pas cotée en bourse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas m'imposer, moi, de consommer ce sucre-là, parce que je n'enrichis qu'une seule personne et je ne sais pas où il va mettre son argent. Maintenant, si il y avait 20% de cette entreprise-là qui appartenait à... Attention, cette personne va vous dire, je nourris quand même 3000 familles qui travaillent autour du secteur du sucre. On connaît tous cette entreprise-là, bien entendu. Mais s'il disparaît... Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Non, c'est une façon de vous montrer que si, par exemple, il y avait 20% de Sénégalais actionnaires, les 10% ou 5% des travailleurs actionnaires, la mairie, 5%. Si l'entreprise marche, ça marche pour tout le monde. C'est comme ça qu'on gère une économie. Et là, si le président voyage, on lui dit qu'il faut voyager avec lui. Parce que s'il a une entreprise au Mali, on gagne plus. S'il a une entreprise, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela qu'on a du mal à ce que nos présidents voyagent avec le secteur privé. Parce que nous avons des types d'hommes d'affaires. Regarde les Marocains, ce qu'ils ont fait avec les banques. Il y a ce qu'on appelle le ratio de transformation en banque qui interdit à ce qu'une banque puisse accompagner un secteur privé si le crédit est à long terme. La banque doit apporter 50% du volume du crédit. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on a créé des fonds J, fonds 6, des fonds, banques. Les Marocains ont créé des banques, ils ont mis ce fonds-là. À chaque fois qu'il y a un marché, ils vont instrumentaliser le fonds pour que leur entreprise gagne le marché. Parce que c'est des règles, c'est des normes aussi. On est obligé de respecter les normes. Alors, où est l'intelligence au Sénégal? Au lieu de mettre un seul fonds pour permettre à une entreprise sénégalaise de pouvoir capter les marchés, il n'y a absolument rien. Donc les Marocains, les Turcs, les Chinois ont mis en place des stratégies pour capter les marchés. Pour moi, il doit y avoir aussi de la réflexion, de l'intelligence au niveau de notre secteur privé. Mais de quel secteur privé on va parler? Parce qu'il y a tellement de groupements de secteur privé. Tu as ici MEDES, tu as ici CNP. Mais c'est problématique dans un pays comme le Sénégal. Bon, sur le patronat, il y en a 3. Il n'y en a pas des tonnes non plus. Ça ne fait pas sérieux. Vous allez en France, vous connaissez, c'est MEDES. Et MEDES, quel est le combat de MEDES à Macron? Laisse-nous, sors du secteur. Arrête de nous... Mais nous, l'État vient, donne-nous. Mais ça pose problème. Je pense qu'il faudra qu'il y ait une réflexion serrée et franche avec le secteur privé national. Si on continue à les caresser avec les mains de velours au sens du poil, on ne va pas avoir un secteur privé qui peut porter l'émergence. Ça, c'est le maillon faible de notre politique économique. Tout à fait. Babacar. C'est vrai qu'à ce niveau-là, je vais appuyer quand même le raisonnement de Bamba. C'est vrai que c'est très, très important. Aujourd'hui, il faut voir les stratégies, les voies et moyens permettant de renforcer le secteur privé et que ceux-ci comprennent qu'il faut travailler dans l'union et non pas dans la division. Malheureusement, aujourd'hui, c'est les intérêts particuliers qui dominent par rapport à l'intérêt collectif. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut une organisation et que l'État ait 1 ou 2 interlocuteurs au maximum pour pouvoir coopter les marchés qui sont en jeu et pouvoir effectivement accompagner une économie. Et je pense qu'à ce niveau-là, on peut y rajouter aujourd'hui un défi qui est important, c'est la sécurité par rapport aux investissements. Ça a été dit et ça a été redit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu par rapport à l'actualité? On a vu hier ou avant-hier ce qui s'est passé à Sandaga. Aujourd'hui, le secteur du commerce, n'est-ce pas, emploie beaucoup de personnes qui ne sont pas formées particulièrement. Alors, on a des marchés qui sont construits dans des conditions, disons, de désordre. Et je pense que l'État doit apporter une réponse forte à ce niveau-là.
faire de la réglementation et que la sécurité des investissements par rapport à ce secteur-là puisse être une priorité au Sénégal. Il faut que les gens se conforment. Parce qu'aussi, quand on parle de sécurité des personnes, aussi c'est important, mais aussi les biens surtout. Parce que quand on parle d'investissement et d'émergence, la sécurité des biens doit jouer un rôle fondamental. Et à ce niveau-là, je pense que l'État doit apporter une réponse forte, n'est-ce pas, pour que les gens puissent savoir que, n'est-ce pas, il faut quand même une forme de conscience citoyenne par rapport aux actes que nous posons, par rapport effectivement à nos comportements de manière globale au niveau de la vie quotidienne. Arrêtons-nous un peu quand même, tous les deux, sur le privé national, parce que c'est important. Est-ce que ça doit être juste un privé national fort, mais qui ne doit dépendre que finalement des marchés de l'État? Parce que c'est ce qu'on voit très souvent, qu'on demande à l'État de nous aider, de donner les marchés et autres. Alors qu'on a des capitaux étrangers aujourd'hui qui sont presque en train de tenir l'économie de consommation, la grande distribution. Il y en a un qui est déjà implanté. Un autre grand groupe français est déjà implanté à Dakar et va s'étendre aussi dans la sous-région. Est-ce que le modèle, allez, on va le dire, du club des investisseurs qui s'est créé il n'y a pas très longtemps, qui rejoint ce qu'on appelle le CNP, des patronats, il est en train de se monter aussi une association des industriels qui va venir s'ajouter encore au club des patrons des différents domaines. Est-ce qu'il s'agit d'un privé national qui ne va vivre que aux dépens des marchés de l'État ou réellement un privé qui s'engage dans les vrais problèmes de consommation des Sénégalais? Parce que le problème qui va se poser, on le redit, quand des capitaux étrangers viennent et nous proposent aux Sénégalais des produits de grande consommation à moindre coût, est-ce que vous pensez que les Sénégalais pourront soutenir le privé national qui, eux, n'ont jamais pu proposer de leur donner du pouvoir d'achat à ce niveau? Mais il faut savoir qu'on est en économie. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la performance. C'est les entreprises performantes. Parce qu'une entreprise qui marche dans un pays, le plus grand gagnant, c'est l'État. Parce que si l'entreprise fait un bénéfice de 100 milliards, les 30 milliards appartiennent à l'État. Impôt sur les bénéfices. Tous les travailleurs payent impôt sur le revenu. Et cela va avoir des effets de diffusion sur toute l'économie. Cela veut dire quoi? Que l'entreprise soit étrangère que nationale, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, tous les pays se battent pour recevoir des investisseurs directs étrangers. Nous, on n'a même pas 3% et on dit que France dégage. On n'a même pas 3% d'IDE. Et tous les pays qui se développent, ce sont des pays qui attirent des IDE. On n'a pas encore d'investisseurs directs étrangers. Et j'ai bien aimé, pendant que le président levait les fonds en France, les Allemands ont dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Ils n'ont pas donné, ils ont dit quelque chose d'extrêmement intéressant. On ne peut pas, parce que simplement, il y a trop d'informels chez vous. C'est-à-dire que tu viens, tu crées ton entreprise, tu fais dans le formel, tu payes tes impôts, tu recrutes, tu respectes les droits des travailleurs. Il y a quelqu'un qui fait les mêmes produits, qui gagne les mêmes bénéfices sans payer rien du tout. C'est problématique le secteur informel. Il faut qu'on en parle. Mais deuxièmement, le secteur privé sénégalais doit arrêter. À chaque fois qu'il y a une autre entreprise, on parle de préférence nationale. Il faut que les nationaux puissent mettre sur le marché des produits consommables, respectables. Les autres, comme Auchan, Carrefour, mais ils font des business plans. Le Sénégal commence à avoir une classe moyenne. Comment faire pour capter cette classe moyenne-là? Maintenant, une fois qu'il y a ces entreprises-là, moi je me dis, le boutiquier du coin, qui a ses petits rats, ses petits trucs, ou parfois c'est un zinc avec la chaleur qui est emmagasinée dans les produits, toutes les conséquences, ça ne te gêne pas. Maintenant, il y a quelqu'un qui fait espace climatisé, tout cela. Non, n'allez pas là-bas, c'est pas... Mais non, arrêtons. On doit aussi manger des produits sains pour la bonne santé de nos familles. Il faut que le secteur privé national arrête ces petits groupements ou quelque part... Moi, parfois, j'ai du mal même à avoir une lecture sur les entreprises gérées par le secteur privé. Mais l'État doit avoir, pour moi, travaillé avec les entreprises cotées en bourse. En Côte d'Ivoire, sur les 45 entreprises cotées à la BRVM, les 35 sont des entreprises ivoiriennes. 35. Nous n'en avons que 3. Et tous les 3 sont des entreprises étrangères. Et ça pose problème. Alors, quel est le rôle? Où se trouvent les entreprises nationales? C'est-à-dire que les entreprises sénégalaises, ça marche pour elles et pour leur famille. Point. Et ce n'est pas comme ça qu'on aide le petit fonctionnaire qui doit avoir un portefeuille d'action, qui doit, après sa retraite aussi, avoir quelque chose pour vivre avec sa femme. Messieurs, on va laisser les privés à leurs affaires. C'est leurs affaires familiales. On va revenir à l'État. Il nous reste encore 2-3 petites minutes. Je vous sens
très optimiste, je dois le concéder. Je vous sens optimiste en tout cas quant aux perspectives du Sénégal, eu égard au bilan que le président Macky Sall a présenté aux Sénégalais, et sur la base du programme. Khadim Bamba Diagne disait quand même que dans cette campagne, pour la première fois, il a vu des programmes, des projets exposés. Comment évaluer à terme tout ce qui s'est dit dans cette campagne électorale? C'est-à-dire qu'on arrive en 2024. C'est quoi? C'est le plein emploi, les 1 million d'emplois. C'est plus de création d'entreprises. C'est des jeunes plus innovants, des start-upers et autres. Comment on va évaluer tout cela à l'horizon 2024? Et Khadim Bamba Diagne disait quelque chose quand même. Ce n'est pas pour vous mettre en mal avec votre communauté universitaire. Il est vrai qu'il y a beaucoup... comment dire... alors, ça m'échappe. Donc c'est bon. Le chômage, il est clair. Pour beaucoup, c'est pour des jeunes non instruits, non diplômés. Mais il y a quand même énormément de jeunes avec leur diplôme qui ne trouvent pas de travail. Je pense que c'est bon de le dire aussi. Mais ça, on le met en adéquation parfois avec formation entreprise. Alors, en 30 secondes, comment on évalue tout cela à l'horizon 2024? Babacar Ndiaye. Je pense que les promesses sont une chose, mais aussi les réalisations sont autre chose. Aujourd'hui, nous allons vers une seconde phase du PSE. Il faudrait voir quand même là où les emplois ont été créés. Déjà, les consolider, n'est-ce pas? Et non seulement aller dans le sens de l'adéquation formation-emploi pour permettre aux jeunes de trouver emploi, mais aussi de recapaciter ce qui veut de l'emploi par rapport au secteur que l'État pense porteur de croissance. Khadim Bamba Diagne, je peux presque répondre pour vous. Vous allez me répondre le tertiaire. Il faut sauver le soldat Macky Sall aujourd'hui parce que non, il ne reste que 5 ans. L'Afrique a besoin d'un homme, d'un président, parce qu'il n'y a plus Mandela, il n'y a plus Abdoulaye Wade, il n'y a plus personne. On a besoin, il faut qu'on l'aide, qu'il fasse 5 mandats, qu'il respecte ces 1 million d'emplois. Vous avez compris qu'on n'a pas voulu faire ici le débat sur ce probable 3e mandat. Merci d'avoir été nos invités. Je recevais Babacar Ndiaye, agrégé en économie et directeur du pôle économie et gestion de l'université Diamniadio. Nous vous souhaitons de toute façon que cette université-là soit parachevée dans les plus brefs délais. Nous l'espérons. Khadim Bamba Diaye, directeur du LAREM, laboratoire de recherche économique et monétaire de l'université Cheikh Anta Diop. Merci.